Bonjour à tous à ce deuxième partie de live de révision pour le cours de KB4. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Donc, étant donné que je ne suis pas très habitué à faire ce genre de truc, c'est plutôt Étienne qui fait les capsules d'habitude, euh, je vous demanderais d'être indulgent là, avec les petits problèmes techniques qui pourraient y avoir. Donc, Étienne, il m'a lancé un défi et on va regarder ça ensemble. Donc, la consigne, on va aller voir ici un peu c'est quoi. Oups, c'est un peu bizarre, on dirait que la caméra est à l'envers. Ça, c'est bizarre, c'est à moi que je tourne peut-être le portable de même. Ouais, mais ça va être dur d'écrire à l'envers. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je pense que j'ai vu un paramètre tantôt dans la capture. Capture de audio. Je vais aller voir ça un petit peu. OK, comme ça. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, bon, OK. Alors, on peut commencer pour vrai. Donc, commençons avec l'énoncé ici. Donc, Étienne m'a lancé un défi pour voir si j'étais capable de faire cette partie-là. Donc, cette révision ici concerne le chapitre 4 et le chapitre 3. Donc, on va faire un retour sur les strings et sur les concepts de statique. Donc, première consigne, vous devez ajouter un compteur d'aliments à votre classe qui tient le compte du nombre d'objets aliments créés. Donc, on va partir de l'ancien programme qu'Étienne a fait. Et bon, on va enlever ça. Et on va créer une variable statique ou un membre statique ici dans la classe aliment. Donc, par exemple, statique int nb aliment qu'on va initialiser à 0. Donc, le statique ici, je vous rappelle que c'est comme si que le nb aliment était finalement une variable globale à tous les objets de la classe aliment. Donc, c'est comme une variable partagée. Tous les aliments vont avoir accès à exactement la même variable. Donc, contrairement par exemple au nom, donc chaque aliment a son propre nom. Donc, ça, c'est une variable qu'on va dire d'instance, tandis que NB aliment ici va être une variable de classe, donc qui appartient à tous les objets de la classe aliment et tout le monde va avoir accès à cette variable NB aliment. Donc, ça va? Tout le monde, ça va bien? Vous pouvez suivre? Plus de problème technique? Good! Donc, ce qu'on veut ici, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un objet aliment, on augmente le nombre d'aliments. Donc, on va aller dans nos constructeurs et on va faire NB aliment plus plus. Et là, il ne faut pas oublier de le faire dans tous les constructeurs. Donc, ici, dans le constructeur avec 3 paramètres, dans le constructeur avec 5 paramètres, dans le constructeur de copie aussi. Il ne faut pas oublier d'augmenter le nombre d'aliments, donc dans chacun des constructeurs, et aussi de diminuer le nombre d'aliments, le nombre d'objets finalement, lorsqu'on détruit un aliment. Donc ça s'appelle le destructeur. Donc, je vais essayer de trouver le symbole sur mon clavier. Et bâtard. Donc, aliment, le destructeur ici que je vais coller. Ah, je suis en clavier français, c'est pour ça. Je vais mettre mon clavier anglais. Ça va aller mieux. Donc, le destructeur ici, que je vais mettre le tilde arg. Voilà, je l'ai trouvé. Le destructeur ici, qu'on ne peut pas mettre public en passant parce qu'un destructeur, on ne peut pas l'appeler directement. C'est bien sûr le ramasse-miettes ou le garbage collector en anglais qui l'appelle automatiquement lorsque l'objet vient à être détruit ou est juste sur le bord d'être détruit. Donc, c'est comme un avertissement de faites vos prières, la destruction s'en vient. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bien, on va diminuer le nombre d'aliments. NB aliments, moins. Donc, ça, je crois, ça répond à la
Première consigne, vous devez ajouter un compteur d'aliments à votre classe qui tient compte du nombre d'objets d'aliments créés. Ce compteur doit être mis à jour automatiquement chaque fois qu'un aliment est créé. Voilà. Il doit être accessible de l'extérieur, en lecture seulement pour consultation, et ce, même si aucun aliment n'a encore été créé. Donc là, on va aller voir dans mon programme .cs comment j'ai fait ça. J'ai fait un attribut normal ici, static int nb aliment, qui est correctement initialisé à 0 et qui, par défaut, est privé, hein, parce que ici, quand on ne met pas le private, c'est par défaut privé. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt transformer ça en propriété. Tiens, public static int, nb aliment avec un n majuscule. Et là, je vais faire un get. Donc, une propriété automatique, private set, égale 0. Donc, ici, finalement, c'est que mon get va être public. Donc, la propriété, elle est publique. Mais le set, lui, va être privé. Donc, on ne pourra pas de l'extérieur de la classe modifier le nombre d'aliments. Maintenant que j'ai mis un NB aliment majuscule, je vais aller copier partout. NB aliment, NB aliment, NB aliment et NB aliment. Comme ça, ici, ma variable statique ou ma propriété statique ici va être accessible de l'extérieur. Donc, comment on utilise une méthode ou propriété ou une variable statique? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'objet pour accéder à une méthode ou un membre statique, parce que le statique fait partie de la classe et non pas d'une instance d'objet. Alors, je peux tout simplement au début faire quelque chose comme aliment point. Donc ça, c'est le nom de la classe, hein, et c'est peut-être assez nouveau, là, parce qu'habituellement, on vous dit toujours qu'on a un objet pour accéder à une méthode, mais ça, c'est pas vrai pour les statiques. On peut faire aliment point, et là, on voit qu'on a NB aliment ici. Donc, on accède en tout temps à notre NB aliment. Donc, je peux envoyer à la console. Ouais. Right aliment, NB aliment, sans avoir créé aucun objet aliment encore. Alors, vous devinez que si tout va bien, ça devrait afficher 0. Aucun objet de créé pour l'instant. Alors, je me crée un aliment ici, new aliment. Je me crée un deuxième aliment. Tiens, on va faire new aliment. Disons, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme aliment? Une courge, tiens, de la courge, pourquoi pas, c'est bon, de la courge, c'est quoi? C'est un fruit, non, c'est un légume, en tout cas, j'espère. Et on va, tiens, y aller au poids pour la courge et non pas à l'été. Donc, après avoir créé mon premier objet, je peux afficher encore une fois le nombre d'aliments qui devrait être rendu à 1 ici, parce que j'ai créé un aliment. Et ensuite, un deuxième aliment créé, donc j'affiche encore le nombre d'aliments. On devrait être rendu à 3. Ça, je vais mettre ça en commentaire pour que ça vienne interfacer ou interagir avec notre affichage. Donc, si on exécute ça, normalement, ça devrait donner 0, 1 et 2. Ici, je ne pourrais pas voir le nombre d'aliments baisser, donc je ne pourrais pas voir ici quand est-ce que mon destructeur est appelé, parce que le destructeur ici est imprévisible. Donc, c'est très, très difficile de prévoir quand est-ce qu'il va être appelé. Il va être appelé quand on n'aura plus de mémoire vive, donc ça me surprendrait qu'après 3 aliments, j'ai plus de mémoire vive dans l'instantanément, ou encore à la fermeture du programme, et ça se passe après le main. Donc, ici, impossible là, de voir le compteur baisser, mais on va programmer ici juste pour être vraiment ça coche, comme on dit. Alors, si j'exécute ça, CTRL F5, et là, je croise les doigts pour que ça marche. 0, 1, 2, excellent. Donc, voilà. Est-ce que vous avez vu tout ça? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça va. Good. Après ça, donc si on passe à la prochaine consigne, donc vous devez ajouter une propriété calculée qui retourne le code d'identification de l'aliment. Le code d'identification est une chaîne de caractères qui est formée de
les 3 premiers et les 3 derniers caractères du nom de l'aliment. Donc, on va commencer par ça. Ici, ça me tente de faire encore une fois ce qu'on a, Étienne a déjà fait lors du dernier live, ce qu'on appelle une propriété calculée. Donc, public, ça va être un string qu'on va retourner, ça va être le code de l'aliment. Une propriété calculée, encore une fois, je vous le rappelle, c'est quoi? C'est que ça a seulement un get et ça n'a pas de set. Ça n'a pas de set. On a un get tout simplement, donc c'est une propriété qui est calculée en temps réel à la demande. Finalement, on retourne le code de l'aliment. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé de retourner ici? OK, je vais juste... Excusez, je recommence. Alors, il ne faut pas oublier de fermer la console, ce qu'on me dit ici. Donc, ici, je vais faire une propriété calculée, public string code. Donc, c'est une propriété parce que ici, on n'a pas de parenthèse et on a des accolades. On va retourner le code ici de l'aliment qui va être une propriété calculée sur demande, comme je disais. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Les 3 premières et les 3 derniers caractères du nom de l'aliment. Donc, pour ça, je vais utiliser évidemment le nom de l'aliment, point. Et là, on voit que c'est un string et que ça appelle une méthode d'un string, donc substring, qui est très intéressant. Ici, on a deux versions ou deux surcharges, on va dire, de substring. Une première ici qui prend à quel index on commence. On commence au caractère 0. Donc, on commence au début de la chaîne et on veut avoir 3 caractères. C'est bien ce qui est demandé. Du début et à laquelle on va ajouter, donc le plus ici va servir à concaténer 2 chaînes de caractères. Point substring encore une fois. Et là, on veut aller à la fin de la chaîne, moins 3 caractères parce qu'on veut les 3 derniers seulement. Donc, comment on fait pour savoir le nombre de caractères dans la chaîne? C'est la propriété length. Length ici, qui nous donne le nombre de caractères dans la chaîne, moins 3 pour reculer de 3. Et encore une fois, on va prendre les 3 derniers caractères. Et le plus va concaténer ces 2 sous-chaînes de caractères-là et va retourner le résultat. Donc, on va retourner voir l'énoncé. Les 3 premiers et les 3 derniers caractères du nom de l'aliment. Voilà, qui est fait. Les 2 premiers caractères du nom de la catégorie d'aliments à laquelle il appartient. Donc, les 2 premiers caractères, encore une fois, on va continuer avec un plus pour concaténer la catégorie. Et là, ici, catégorie, hein, c'est quoi le type de données catégorie? C'est un enum catégorie. Donc, je ne peux pas faire un substring sur un enum. Je dois le convertir avant en toString. Donc, en C#, il y a beaucoup d'objets comme ça qui ont une méthode toString qui permet de prendre la valeur ici et de le convertir en chaîne de caractères. Je fais toString et après ça, je fais un substring pour aller chercher encore une fois ce qu'on me demande, les 2 premiers caractères, donc à partir de la position 0, 2 caractères. Donc, c'est bien ça qu'on veut, les 2 premiers caractères du nom de la catégorie et les 2 premiers caractères de l'unité de mesure utilisée. Donc, encore une fois, on rajoute l'unité de mesure, donc c'est unité ici, la propriété unité, qui est aussi un enum, donc je commence par le convertir en string. Je fais un substring pour aller chercher une partie de la chaîne et 0,2 pour les 2 premiers caractères. Donc, c'est sûr que, bon, c'est un peu complexe. Là, dans une seule chaîne, on aurait pu utiliser des variables temporaires et tout ça. On a moins de réécrire ça peut-être plus clairement. Mais bon, on voit que les opérations sont là. Allons tester maintenant si ça fonctionne dans le programme principal. Le programme principal, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, après mon 0, 1, 2, afficher le code du melon d'eau. Le melon d'eau, c'est A, point, code, et on va voir si ça fonctionne bien.
Donc, ce qu'on me dit dans l'énoncé, c'est que c'est supposé donner Melo FR1. Bon, c'est un peu particulier comme code d'identification d'un aliment, mais c'est pas moi qui ai écrit l'énoncé, je vous rappelle. Alors, Melo FR1. Yes, sir! Ça marche! Donc, ça ne paraît pas du tout que je me suis pratiqué avant de faire ce live. Est-ce que tout le monde me suit encore ou ça va bien? Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a 13 personnes en ligne. Bienvenue à toutes ces personnes. Ça va? Pas de réaction? Ah, ben si je baissais la fenêtre, oh, ça serait pas mieux un string builder. On va, effectivement, on va en reparler un peu tantôt. Bon, la majorité de notre auditoire, c'est des étudiants qui ont fini DEC à 5 ans. Ah, c'est une révision quand même, hein? Pour, même si tu as fini, c'est sûrement des choses que tu as oubliées depuis ce temps-là. Donc, on va continuer avec le prochain. Ah non, attends, il y a une affaire que je vais essayer avant avec le B. Si, mettons, je fais console writeline b.code, qu'est-ce que ça devrait donner? Donc, on a une courge qui est un légume et donc ça devrait donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça devrait donner courge. Et légume L, E et G, G. Donc, si on exécute ça, j'ai pas de console là, qui traîne. Bon, si on exécute ça, qu'est-ce que ça donne? Oh boy, ça donne argument out of range exception, index and length must refer to location. Bon, ça plante. Alors, pourquoi ça plante d'après vous? Quelqu'un qui a une idée? Non? Personne? On va attendre un peu. On va prendre une gorgée de café. Alors, le problème ici, c'est que les unités G, c'est un seul caractère et on veut aller chercher 2 caractères. Donc, ça plante ici quand on fait unité toString, point substring de 0,2 à cause du 2 ici, parce que le caractère ici, la chaîne prend un seul caractère, donc on ne peut pas en chercher 2, c'est pour ça que ça plante. Il faut vraiment faire attention quand on utilise les chaînes de caractères. Comment on peut faire ça pour s'en tirer? Ben, le 2 ici, je le remplacerai par quelque chose comme, c'est soit 2 ou encore le 1, donc finalement, c'est la valeur la plus petite, donc on va chercher une min, entre 2 et la chaîne de caractères, donc unité.toString, .length. Donc, finalement, le min ici va aller chercher la valeur la plus petite entre la taille de la chaîne et 2. Donc, si c'est plus petit que 2, c'est 1, ben, ça va aller chercher 1, donc juste un caractère. Et là, ça ne devrait pas planter. J'avoue que ce n'est pas du code très, très propre. Encore une fois, on pourrait utiliser des variables temporaires. Ici, on pourrait mettre ça dans un int, par exemple. Donc, pour aller chercher la valeur la plus petite, là, mais ici, ça devient un petit peu de l'optimisation de code. Je vais juste vérifier si ce que je viens de faire fonctionne bien. Donc, en affichant la courge. Yes! Donc, courge léger. Donc, ça fonctionne bien ici. Donc, ici, on prend un seul caractère qui est le minimum entre la taille de la chaîne et 2, finalement. Donc, voilà, d'autres commentaires avec ça. Donc, moi, je le sais, donc, ça sort du tableau. Oui, bravo, Gabriel. Tableau ici, tableau de caractères, on va dire, là, qui est normalement un string. Donc, continuons notre énoncé ici. On a fait le code pour l'aliment. Numéro 5, votre patron a une idée étrange représentée sous forme de très longues chaînes de texte, les ventes dans son magasin. C'est effectivement une idée fort étrange, mais bon, ça c'est les idées de celui qui l'a écrit. Hein? Créer une classe statique vente. Donc on va rajouter une classe statique. Donc je mets le mot-clé statique devant. Classe vente.
pas ventre. Vente, cette classe va contenir une chaîne de texte qui grossira de X chaque fois qu'un aliment est vendu. Chaîne de texte, string, ton NBX, qu'on va mettre à vide au départ, hein, parce que sinon, c'est nul et on ne veut pas commencer avec du nul. Donc, ça j'ai marqué. Sinon, nul au départ. String NBX. Et là, pourquoi il me dit que j'ai une erreur? C'est parce que quand on est une classe statique, on ne peut avoir que des membres statiques. Donc, à l'intérieur, tout doit être statique. Donc, en ajoutant statique ici devant, j'enlève l'erreur. Statique, ça veut dire quoi, une classe statique? Ça veut dire qu'on ne peut pas créer d'objet de cette classe. Alors, ça veut dire, ça sert à quoi si on ne peut pas créer d'objet? Bien, ça sert quand même à rassembler ensemble des données et des méthodes, mais on va avoir seulement un objet ou on va avoir seulement une instance de vente qui va être créée dès la première utilisation. Et après ça, tout le monde utilise la même instance de vente. Donc, c'est comme un singleton, si on veut. Donc, statique, ça veut dire pas le droit de créer d'objet de vente. C'est ça que ça veut dire. Et là, on va pouvoir l'utiliser avec la même syntaxe qu'on a vu tantôt pour le nom d'aliments ici qui était un membre statique. Donc, je continue l'énoncé. Ici, j'ai créé ma chaîne de caractères nombre de x égale vide. Et donc, qui grossira, vendu, une méthode statique permettra d'incrémenter la chaîne en y ajoutant un x. D'accord, faisons cela à une méthode statique. Statique, nécessairement public si on veut y accéder de l'extérieur. Mettons, ajouter x. Qu'est-ce que fait ajouter x? Ça ajoute un x. Donc, on peut utiliser avec les chaînes de caractères le plus égal, tout simplement, de cette façon-là, NBX, plus égal, qui va concaténer un x à la chaîne qui est déjà dans NBX, qu'on a bien fait attention d'initialiser à vide au départ. Je retourne dans mon énoncé. Une propriété statique permettra d'accéder à cette chaîne. Bon, une propriété maintenant. Alors, encore une fois, je vais transformer mon attribut en propriété parce que ça ne sert à rien d'avoir les deux en même temps. Donc, je vais tout simplement faire ça comme ça. NBX. Je vais mettre ma propriété publique avec, bon, je vais retourner en clavier français, avec un get private set. Comme on est habitué de voir maintenant, hein? Donc un get public et un set privé qui est initialisé à du vide. Donc avec ça, je vais pouvoir y accéder de l'extérieur et ici, on va utiliser la propriété au lieu d'utiliser l'attribut normal. Alors, une propriété statique permet d'accéder à cette chaîne, sachant qu'on prévoit vendre des millions d'aliments, tester les performances de votre classe vente, si c'est un string ou un string beta. Donc, on va commencer par vérifier que notre belle classe statique ici fonctionne bien en faisant un test dans le programme principal. Donc, à chaque fois qu'on crée finalement un aliment, on va prendre notre classe statique, vente. J'utilise le nom de la classe ici parce que la classe, elle est statique. Donc, je ne peux pas créer d'objet de vente. Il y en a juste une vente, puis ça, tout le long du programme, il va en avoir toujours juste un objet, puis on y accède avec le nom de la classe. Donc, vente, point. Ici, on va faire ajouter X. Et bon, on va afficher à la console le nombre de X. Encore une fois, vente, point, nombre de X. On va répéter ça pour l'aliment B. Je vais faire un peu de ménage, ça s'en vient. Plutôt laid. On va enlever ça pour l'instant. On n'a plus besoin. Donc, essayons le tout pour voir si ça ne va pas nous sauter à la figure. Donc, ici, bon, 0, c'est le compteur d'instance. Compteur d'instance qui dit qu'il y a 0 objet de créé. X ici qui affiche qu'un objet a été créé.
et un objet. Et ici, on voit que la chaîne augmente. On a XX avec le deuxième objet et ainsi de suite. Donc, ça fonctionne bien. Avez-vous des questions? Je vois qu'il y a plusieurs questions ici, bon, qui n'ont pas rapport vraiment avec ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, on continue avec l'énoncé. Sachant qu'on prévoit vendre des millions d'aliments, testez les performances de votre classe vente si la chaîne est un string. Donc, c'est ça qu'on a fait au départ. On a utilisé un string ici pour la classe vente. Et là, des millions d'aliments, bon, c'est un peu exagéré, là, tout ça. Là. Mais comment faire pour tester ça? Ça va nous prendre une book for pour faire des millions d'aliments et petit que, disons, tu vas me faire une constante, hein? Les constantes, c'est toujours mieux. Nombre d'aliments, NB égale 1 million. Notez l'utilisation du soulignement ici pour que le nombre soit clair, 1 million, tant aussi longtemps que I petit que NB, I plus plus. C'est quoi c'était I là? Ah, je suis retourné en clavier. Bon. Les changements de clavier, là, c'est fatigant. Donc, I égale 0 et plus NB, on va créer un aliment. On va ajouter un X à nos ventes. Voilà. On n'aime pas ça parce que c'est déjà utilisé. On va tout mettre ça en commentaire. On n'a plus de besoin. Un petit bouton rapide ici pour tout mettre en commentaire. Voilà. Et là, on veut mesurer le temps que ça va prendre tout ça. Donc, ça va avoir besoin d'un string, non, d'un stopwatch. Stopwatch, mettons SW égale new stopwatch. Et là, il n'aime pas ça parce que on n'a pas inclus le using correspondant en haut. Donc, using stopwatch, c'est dans système.diagnostics. Et on revient dans notre stopwatch qu'on va démarrer. Point start stopwatch point stop et on affiche à la console le nombre de millisecondes écoulées. Elapse millisecondes. Ça a-tu de l'allure, ça? Ça a bien de l'allure. Qu'en pensez-vous, les amis? Ouais. Ça a l'air que c'est la seule affaire qui nous reste dans le monde de l'alimentation en ce moment. Hein? Elle prend des proportions très, très importantes dans le contexte actuel. Donc, testons le tout avec CTRL F5. On va profiter de prendre une gorgée de café. Bon, je vais arrêter ça tout de suite là, parce que ça va prendre un temps fou pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, parce que je suis en debug. Hein. En debug, c'est lent. Donc, debug, ça compile, ça génère avec toutes sortes d'informations de débogage. C'est vraiment pas optimisé. Donc, on va essayer de mettre ça en release. Je génère à nouveau. Et j'exécute à nouveau. Bon, encore une fois, je vais arrêter ça parce que c'est trop long. En fait, même en release, 1 million de fois, ici, c'est beaucoup trop long. Donc, je sais qu'Étienne avait marqué des millions d'aliments.
mais des millions d'aliments, là, ça va prendre trop de temps sur ma machine. On va juste réduire ça à, disons, 100 000. 100 000 aliments que j'exécute à l'instant. Donc, on voit que ça a pris 2601 millisecondes, donc environ 2,6 secondes. Donc, c'est quand même long, 2,6 secondes pour créer des 100 000 aliments. Donc, le problème ici vient de vente.ajouterx, et là, on va voir ce que vente.ajouterx fait. Vente.ajouterx, ce qu'il fait, c'est qu'il fait plus égal, donc il rajoute un x à la fin de la chaîne de caractères. Et ça, c'est une opération qui est très coûteuse. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les chaînes en C#, ce sont des objets immuables. Donc, si par exemple j'ai 3x dans ma chaîne de caractères de cette façon-là, à chaque fois qu'on veut rajouter un x, ce qu'il fait l'ordinateur, c'est qu'il va créer 4 espaces mémoire. Donc, il va créer une nouvelle chaîne de caractères avec 4 espaces à l'intérieur. Et là, il va copier les 3 premiers x dans la chaîne de caractères et va rajouter un x à la fin. Donc, ça va assez vite si la chaîne est petite. Mais dès que la chaîne devient grande, à chaque fois, il doit recréer une nouvelle chaîne et ajouter un X à la fin. Et toute cette opération inutile, en fait, est très lente sur un ordinateur. Et ça vient du fait que les chaînes de caractères sont immuables, donc on ne peut pas modifier un string. En fait, à chaque fois qu'on essaie de modifier un string, ce qu'il fait, c'est qu'il en crée une nouvelle et copie l'ancienne dans la nouvelle en ajoutant ce qu'on veut ajouter à la chaîne. Donc ça, c'est lent. C'est une opération lente. Donc, faites attention quand vous faites des choses comme ça. Les strings ne sont pas designés en C# pour ça. Par contre, ce qu'on peut utiliser, c'est comme effectivement il a été mentionné dans les commentaires, et c'est là où on s'en venait dans l'énoncé, utiliser un string builder. Donc, string builder, c'est une classe qui a été effectivement créée justement pour contrer ce problème-là. Donc, quand on veut manipuler des chaînes, faire des modifications sur des chaînes de caractères, vaut mieux utiliser un string builder. Donc, ici, au lieu de string, je vais mettre un string builder. Comme ça. Là, il n'aime pas ça parce que j'ai pas mis le using correspondant qui est système.text. On va voir si ça va être correct. Oui. Donc ici encore, évidemment, bon, un string builder, on ne peut pas initialiser ça comme ça. Je vais plutôt faire un new string builder et qui va être vide au départ. Dans le constructeur du string builder, c'est initialisé déjà à vide. Hey, qu'est-ce qu'il me veut? Moi, je fais une faute de frappe de cette façon-là. Et là, le plus égal n'existe pas non plus sur le string builder. Donc, il faut explicitement utiliser la méthode nbx.concat. Donc, je rajoute un x. Donc, qu'est-ce qu'il me veut? C'est concat ou non, non, c'est append. Non, pas concat, append, désolé. Donc, pour ajouter à la fin un x. Donc, vous voyez le changement que j'ai fait ici, au lieu d'utiliser un string, j'utilise un string builder. Donc, pour l'afficher, par exemple, si je voulais afficher mon nombre de x ici, donc si j'utilise ma propriété, donc je fais juste un exemple ici, mettons vente.nbx. Si je veux l'afficher à la console à la fin de tout ça, console.nbx
WriteLine, vente.nbx. Je peux le faire comme ça, mais il faut faire attention ici qu'un string builder, si on veut le reconvertir en string, il faut utiliser un toString pour avoir une chaîne de caractères. Comme je vous disais, toString est souvent accessible en C# pour convertir un objet en chaîne de caractères ou un type de base en chaîne de caractères. Donc ça, c'est si je voulais l'afficher. Maintenant, je ne vais pas l'afficher parce que des millions de X à l'écran, ça ne va pas nous avancer tellement, surtout si on ne les compte pas. Donc, j'ai tout changé ici. Au lieu d'un string, j'utilise un string builder. Et là, on va réexécuter de nouveau le programme pour voir la différence en temps. Et là, c'est assez frappant. Merci. Au lieu de 3 secondes, on a 28 millisecondes. Donc ici, c'est un facteur 100, si je compte bien, de rapidité, de différence, voyez-vous. Quand on programme, il faut vraiment savoir ce qu'on fait et, parce qu'on peut avoir ici des différences en temps d'exécution énormes. Comme ici, on a 2 ordres en fait, on a 100 fois plus rapide en utilisant un string builder parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour modifier des chaînes de caractères. Donc, c'est beaucoup plus rapide dans ce cas-ci. Donc, voilà, ça complète l'énoncé, aussi le défi qui m'avait été lancé par Étienne pour la partie 2 sur les statiques et les string builders. Alors, est-ce que vous avez des questions dans l'auditoire? Non, on n'a pas l'air d'avoir de questions dans l'auditoire. Alors, ben, merci d'avoir participé à ce Facebook Live et la capsule sera sur et restez à l'affût. Un prochain live ici sur le prochain chapitre par Étienne dans les prochains jours. Au revoir. Merci d'avoir été là.